Bien, bonjour à tous. Mon nom est Franck Babalone, je suis chargé d'affaires chez Aerodata, basé à Lille, à l'opposé d'ici. Donc Aerodata, en quelques mots, c'est 9 avions, 9 caméras thermiques numériques différentes, du thermique, de la photographie et aussi du lidar. Mais je ne suis pas ici pour parler d'Aerodata, je suis ici pour parler des modèles numériques de terrain, notamment donc, des définitions, spécifications et enjeux. Rapidement, un petit plan sommaire, une première partie assez générale. Comment on définit le MNT, quels sont ses paramètres, ses usages, les technologies employées, les méthodes pour produire et confectionner un MNT. Une deuxième partie plus orientée sur les besoins des utilisateurs et aussi les contraintes des producteurs. Là, je vais rejoindre un petit peu ce qu'a dit Laurent sur nos contraintes. Et enfin, une ouverture sur les risques et dérives et des expériences aussi dans d'autres pays. Commençons par le début. Qu'est-ce qu'un MNT? Donc, j'ai défini ici par une définition assez simple. C'est un ensemble de points 3D comprenant uniquement les éléments du sol, du terrain naturel. C'est en règle générale le référentiel altimétrique de base pour les techniciens du monde de la géomatique, bien sûr. Le schéma ici en dessous présente un peu mieux ce que dit la définition, puisque en haut nous avons donc un modèle numérique de surface qui intègre les éléments du terrain naturel et du sursol. Donc on voit le liseré rouge qui est finalement comme une sorte d'enveloppe qu'on déposerait sur un paysage, qui intègre donc les éléments donc, du sursol, donc végétation, bâti, et aussi les éléments du terrain. Le MNT, lui, est la version du MNS filtré. Donc, on a le liseré bleu qui, lui, ne définit que le terrain naturel. Les usages sont des MNT, puisqu'il n'y a pas un MNT, il y a bien des MNT, sont très, très divers et variés. J'ai ici identifié quelques domaines qui utilisent les MNT, notamment donc, dans le monde de l'archéologie, où les MNT sont utilisés généralement pour détecter les discontinuités altimétriques, essayer d'identifier, de localiser les micro-reliefs qui pourraient être révélateurs d'anciennes structures anthropiques, par exemple. On a des cas où des MNT, notamment LIDAR, ont été utilisés pour détecter d'anciens ports maritimes enfouis, voire des voies romaines ou des anciens villages. En hydrologie, on va les utiliser pour simuler les conditions hydrologiques sur des bassins versants. Détecter aussi des micro-écoulements dans des zones qui sont plus complexes, comme je pense aux tourbières. Les tourbières, c'est très difficile d'accès. Envoyer un géomètre dans les tourbières, planter sa canne, il ne va pas savoir où planter sa canne GPS. On utilise des MNT très précis pour comprendre d'où l'eau vient, les exutoires, et gérer cette dimension. De façon aussi beaucoup plus actuelle, les cartes de risque, les cartes PPRI sont basées sur un MNT, bien entendu. Urbanisme, 3D, donc simulation d'implantation de futurs projets, un petit peu comme le thème des génies civils, on va essayer de trouver le meilleur positionnement pour la construction de barrages, de lignes ferroviaires, généralement qui se basent sur des socles 3D, dont le MNT est une composante principale, puisqu'un socle 3D est composé du MNT et de l'orthophoto. En télécom, on va utiliser un MNT pour connaître, pour identifier la meilleure position des antennes GSM, pour que ces antennes rayonnent le plus loin possible. Donc vous voyez, beaucoup d'usages, je passe sur le génie civil. Bien entendu, le MNT est utile pour la photogrammétrie, pour rectifier les ortho-images et les clichés orientés. Les paramètres, comment définit-on un MNT? Donc déjà, on distingue deux formes de MNT, une partie sous forme vectorielle, qui est la forme de base, et une forme raster. La forme vectorielle, elle, est constituée en règle générale de points et de lignes, tout simplement, voire des deux. Les formats sont des formats classiques vectoriels qui sont liés au logiciel des utilisateurs, des XF, des WG pour AutoCAD, ou des solutions SIG, Esri, MapInfo, donc des formats propriétaires. Les particularités, c'est que ce sont des données de base souvent volumineuses, très lourdes à gérer, une quantité importante
de données. J'ai ici représenté un MNT vecteur avec des points seuls, donc des points qui sont levés selon un pas de grille régulier. On a ici un MNT en ligne seule qui est assez dense. Donc ce ne sont pas des lignes des courbes de niveau, hein, ce sont des lignes de rupture de paysage. Ce sont les lignes qui sont restituées par le photogrammètre là où il a jugé qu'il était important de dresser une ligne puisqu'il y a une discontinuité altimétrique. Donc c'est souvent en milieu urbain, les trottoirs, les berges, les quais autour des fleuves et des rivières. Bien sûr, on peut intégrer les deux jeux de données ensemble et du coup disposer de lignes et de points. Les points venant définir les zones pseudo-planes puisque il n'y a pas de ligne, donc l'opérateur n'a pas jugé nécessaire de mettre une ligne ici, donc c'est qu'on est sur des surfaces plutôt planes. Donc la forme raster est issue de la forme vectorielle par interpolation, donc on va récupérer les données de base vectorielles, on va interpoler les points sur la base d'un maillage que l'on aura défini au préalable, hein, donc une résolution, c'est le pas de grille, le pas de maillage. Ce pas peut aller de 50 cm jusqu'à 25 mètres pour des produits dans la BD Topo. 50 cm, on est plus sur de la donnée LIDAR. Bien entendu, tout comme l'orthophoto, on va privilégier un maillage fin. Là, on aura beaucoup de données. Ça n'a pas de sens de faire un maillage fin avec peu de données. On a des formats aussi différents qui sont liés aux solutions logicielles que vous utilisez, avec les solutions Esri, MapInfo et autres. L'avantage du MNT raster, c'est qu'il est beaucoup moins volumineux, plus facile à manipuler, et en plus, il permet d'avoir un rendu visuel beaucoup plus sympathique. Les logiciels maintenant permettent d'attribuer des palettes de couleurs sur des tranches et des classes d'altimétrie, ce qui permet d'avoir un rendu voilà, plus visuel, ça devient un produit de communication un petit peu comme l'est l'orthophoto. Et ça parle souvent plus que des simples lignes et des points. Les technologies, donc j'ai identifié ici trois niveaux. Tout d'abord un niveau terrestre par méthode classique hein, de géomètre, par tachymétrie. On peut très bien saisir des points au sol hein, par tachymétrie ou par méthode GPS plus moderne. Un levé aérien par photogrammétrie stéréoscopique, on a évoqué juste avant, où on va pouvoir restituer des points et des lignes. Photogrammétrie automatisée, là je pense à la corrélation automatique par exploitation des recouvrements de clichés et par utilisation des nouveaux algorithmes, les logiciels de photogrammétrie. Le levé aérien permet aussi, quand on utilise un instrument laser aérien, donc qu'on appelle le LIDAR, d'avoir des points très précis, par contre que des points. À l'inverse de l'imagerie, on ne peut pas saisir des lignes à partir d'un lignage de points. Et enfin, le levé satellitaire, où j'ai ici présenté le satellite Pléiade, qui, pour la partie photogrammétrique, on revient sur la même théorie qu'en aérien. Donc saisie de points et de lignes, c'est juste qu'on a une échelle un peu différente. Et il y a des satellites aussi qui sont spécialisés dans le radar, donc encore d'autres technologies. Là, on ne peut récupérer que du point. Donc on a à notre disposition beaucoup de méthodes, hein, méthodologies, technologies et méthodes qui ont des avantages et des inconvénients. Donc j'ai essayé de lister par ce tableau les principaux, je dirais les principaux points divergents qui sont les délais de production, la précision et les coûts. Et d'autres avantages et inconvénients. Donc sur un levé géomètre, on va avoir une précision forcément qui va être très bonne, mais les délais de production vont être très longs parce que d'envoyer quelqu'un sur le terrain, ça prend du temps, le levé va être long, donc ça coûte cher. Hein, il n'y a pas d'automatisme ici, c'est un levé, c'est du temps passé, humain. À l'inverse, l'avantage c'est que le géomètre va choisir des points pertinents, qui lui sont en tout cas pertinents. Donc on va avoir une description plutôt logique du terrain. Les inconvénients, c'est que le géomètre ne va pas pouvoir aller partout. Il va aller, surtout sur l'espace public, hein, il ne va pas pouvoir rentrer dans certains lieux privés. Et sa vision du sol peut éventuellement lui faire rater les réelles discontinuités du terrain.
En aérien, par photogrammétrie stéréoscopique manuelle, on est sur des délais plus courts, mais que je juge ici encore assez long, puisqu'on est encore une fois sur des opérations manuelles. La précision est moins bonne, mais on reste encore dans une précision assez tout à fait acceptable, hein, inférieure à 50 cm en Z. Les coûts sont relativement importants, c'est encore une fois de la saisie, c'est de la photo-interprétation manuelle. L'opérateur va saisir plus rapidement qu'un levé géomètre, mais ça va prendre du temps. On est aussi sur le même cadre, on a un choix pertinent du levé, une description logique du terrain. À l'inverse, pas d'information sous couvert végétal, puisqu'on est dépendant de l'image. Et en règle générale, une prise de vue aérienne est réalisée en été, donc la végétation est à son apogée. On aura beaucoup d'effets de masse, comme on a vu tout à l'heure aussi, pour décrire le MNT sous ces obstacles. En automatisé, donc par corrélation, on est bien sûr beaucoup plus rapide. Le temps finalement c'est du paramétrage, après c'est du temps de machine. Précision, on va être moins bon mais suffisant pour assurer une qualité d'orthorectification conforme. Cette précision est généralement aggravée par le relief et la présence de végétation dense. Encore une fois, on n'aura pas d'informations sous cette végétation, donc on sera obligé d'interpoler à MNT sous ces couverts forestiers denses. On est à l'inverse aussi, hein, on a des coûts beaucoup plus intéressants, plus rapides. Donc dans ce contexte actuel de recherche de compromis et de solutions optimisées, c'est une solution qui peut être intéressante. L'avantage, c'est que les constructeurs de logiciels sont en plein développement de ces algorithmes qu'on appelle du dense matching. On va essayer de récupérer le maximum d'informations sur les images. Donc il y a un réel développement, une émulation dans cette recherche. Les inconvénients, c'est que le choix des points en dense matching est totalement aléatoire, hein, c'est la machine qui décide. On peut aussi avoir du bruit et comme la photogrammétrie classique, pas d'informations sous couvert végétal. Alors le traitement LiDAR donc, est, je dirais, idéal pour la réalisation de MNT précis. On est sur des délais qui sont aussi très rapides, on a une meilleure précision, un coût qui est plus cher, qui s'explique par un plan de vol plus lourd, plus dense. Le LiDAR nécessite de voler plus bas que la photo. Mais à l'inverse, on a aussi une densité de points très élevée, une richesse d'informations, puisque le LiDAR, on ne récupère pas qu'un seul point. Chaque point dispose de multi-échos, donc on peut même récupérer les informations des strates végétatives. Hein, le signal perd de son intensité en traversant des bois ou des forêts, mais on peut récupérer des strates intermédiaires jusqu'au sol. Donc ça peut intéresser le domaine de la recherche ou des forestiers. Le LiDAR aussi permet l'acquisition de nuit. Donc là, on déroge aux règles aéronautiques qui sont très contraignantes. C'est un point bien sûr avantageux. Différentes approches du MNT. Donc, point de vue utilisateur. Donc on l'a vu hein, ce matin, tendance générale à la multiplication des utilisateurs, réduction de coûts budgétaires. C'est un contexte qui est à prendre en compte pour nous, producteurs de données. Donc ça a eu tendance forcément à ce que tous ces utilisateurs se regroupent, se mettent autour d'une table, discutent pour mutualiser leurs moyens. D'où l'apparition de plateformes régionales. Krishpaka en est bien sûr l'exemple, mais il y a aussi dans le Nord-Pas-de-Calais, en Auvergne. Donc ça se développe beaucoup. Même les opérateurs de réseau sont en train de réfléchir à des dimensions nationales. Je pense à RFF, même RTE. Donc ça engendre des projets vraiment de grande envergure, avec de fortes attentes, puisqu'il y a beaucoup de gens qui financent. Donc on est sur des projets qui sont une très forte attente technique et aussi des délais de la part des utilisateurs. Contexte technique, dans le cadre d'un projet ortho, on est sur la perception d'un MNT comme une donnée intermédiaire qui est dans tous les cas produite dans la chaîne de production orthophoto. Donc d'un sens, elle est financée, donc pourquoi pas en disposer. Et donc on a vu apparaître dans les cahiers des charges, au même titre que l'orthophoto, le MNT en livrable, avec ses propres spécifications, ses propres formats. Donc voilà, un intérêt sur cette donnée
même si le MNT n'était pas l'objet principal du projet ortho. L'ortho reste le point le plus important. Je voulais aussi insister sur la notion d'échelle. Donc ces utilisateurs proviennent de différents territoires, sont compétents sur des différents territoires. On va avoir des utilisateurs qui vont être plus intéressés pour que la donnée soit homogène, que la donnée soit exhaustive. À l'inverse, des techniciens qui connaissent très bien leur territoire vont rechercher du détail, de la précision. Donc on a différents niveaux de lecture de la donnée qui, dans le MNT, peut être piégeux, si je peux dire, puisque difficile de trouver le bon compromis entre ces différents usages et utilisateurs. C'est un petit peu le même cas pour l'orthophotoplan, avec la résolution. Hein. La région, finalement, va être moins intéressée par du 5 ou du 10 cm, du 20 cm sera tout à fait utile. Mais cette perception différente du MNT est d'autant plus, je dirais, importante, puisque le MNT est un document 3D, l'orthophoto est un document 2D, et qu'il existe beaucoup de moyens, comme on a vu, de façons, de méthodes de conception d'un MNT. On a plus de latitude pour produire un MNT qu'un orthophotoplan, à mon sens. Point de vue producteur, donc on voit très bien l'importance du critère prix dans les analyses des offres. Bon, c'est conjoncturel, la compétition est aussi importante, et le contexte avec l'hygiène est aussi assez particulier. L'hygiène qui parfois est assistance à maîtrise d'ouvrage, parfois qui essaye de réaliser des partenariats en amont des projets, parfois qui répond aux appels d'offres. Donc, point de vue producteur, on est sur un marché qui est assez particulier, imprévisible, stressé, où parfois voilà, on ne sait pas vraiment très bien où se positionner vis-à-vis de ce contexte complexe. Point de vue technique, donc évolution des technologies numériques, hein, avec l'apparition du numérique il y a 10 ans. Tous les 2-3 ans maintenant, on voit apparaître des nouvelles caméras, des focales toujours plus grandes, des focales toujours plus longues. La caméra A3 dispose de plus de 70 000 pixels en largeur, donc vous imaginez la couverture de ces caméras. Ces images énormes et très volumineuses aussi nécessitent de s'équiper en hardware et en software. On doit avoir des machines et des serveurs de données très volumineux qui ont une puissance de calcul très importante pour gérer ces données. Donc c'est une remise en question technologique perpétuelle avec de nouveaux investissements. Elle est toujours plus vite, plus rapide. Les utilisateurs maintenant sont habitués à avoir de la donnée très rapidement. N'acceptent pas que sur Google Earth apparaissent des données plus récentes que le projet qu'ils ont lancé. Donc voilà, on est vraiment dans c'est stimulant, hein, mais c'est assez aussi stressant. D'autant plus que la complexification des conditions d'intervention aérienne, comme l'a dit Laurent, n'est pas à notre avantage. Le trafic aérien se densifie. La relation avec les contrôleurs aériens est aussi assez délicate. Souvent, nos projets, nos missions sont loin d'être prioritaires face au trafic et aux missions prévues dans la journée, en tout cas. À cela, il faut ajouter la météo, donc un autre impondérable qui vient perturber cette belle théorie. Enfin, bon, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, le MNT s'inscrit généralement dans un projet d'orthophoto, donc c'est un projet qui est réalisé en été, l'acquisition est réalisée en été, donc c'est plutôt défavorable pour avoir une bonne description de MNT. Donc tout cela rajoute beaucoup de risques pour nous, producteurs, d'autant plus que l'acquisition est la partie la plus coûteuse pour nous, la plus risquée. Une heure de vol coûte très cher. C'est un risque à prendre en compte. On n'a pas le choix, on doit faire avec. Mais c'est important que vous vous en rendiez compte pour avoir peut-être une vision plus pragmatique du projet et éviter de nous imposer trop de contraintes sur le papier, en théorie. Deuxième diapositive sur le point de vue producteur. Donc les données pour nous, hein, données MNT sont
sont bien sûr considérés comme nécessaires au traitement ortho, hein, c'est évident, mais on garde à l'esprit que l'orthophoto reste quand même le produit prioritaire. On lance un projet orthophoto, non pas pour réaliser un MNT, mais pour avoir une belle photographie. Donc on essaye de rechercher la solution toujours la plus rapide. Donc on va plutôt privilégier des solutions, de l'automatisation des traitements, des algorithmes de plus en plus puissants, tout en garantissant la qualité de l'orthorectification. Mais il faut savoir que si on passait du temps sur le MNT à faire quelque chose de précis, de manuel, livrer un orthophoto 1 an et demi après une prise de vue, c'est difficilement accepté maintenant et acceptable de la part des utilisateurs. Donc on doit faire avec, et l'automatisation est vraiment, a priori, à mon sens, la solution, avec ses limites et ses avantages. Les autres solutions seraient donc de disposer d'un MNT existant, qui soit disponible et adapté, bien sûr, ou, alors ça c'est un point important et que je trouvais aussi important d'évoquer, c'est de la sous-traitance offshore, avec la grosseur des flux Internet hein, qui traversent le monde de part et d'autre. Des opérateurs choisissent de continuer de restituer par méthode photogrammétrique un MNT en employant des ressources offshore, donc Inde, Bangladesh, Chine, où le coût de la vie est moins cher. Bon, c'est des brigades d'opérateurs qui sont très bien équipés, qui posent aussi d'autres problèmes, hein, bien sûr, sur la gestion du projet. Du point de vue producteur, c'est très compliqué de gérer la qualité et du projet à cette distance. Et bien entendu, la question éthique, c'est quand même de l'argent public. Donc de virer de l'argent public à des sociétés à l'autre bout de la planète, en Chine ou au Bangladesh, la question se pose. Je veux pas... Oui. J'arrive à le fond. Je n'ai pas dit tout à l'heure pour ce qu'a dit M. Jardin et ce que tu viens de dire sur la MNT, pour information, par exemple dans les groupements de commandes, tous les groupements de commandes et les nouvelles groupements de commandes qui mutualisent le MNT qu'on a exigé et qui a été fait, puisque vous l'avez bien compris, on n'est pas obligé d'exiger un MNT si précis pour faire une ortho, mais on a demandé ce livrable-là, et du coup dans tous les nouveaux groupements de commandes, on ne fait pas refaire un MNT, on mutualise dessus, et ça permet d'enlever un coût et de coûter moins cher sur les prises de vue et d'abaisser du coup la résolution. Donc tout ce qui a été dit sur les deux, vous en avez l'illustration dans les nouveaux groupements de commandes où on ne refait pas d'MNT. Bon, j'arrive aux conclusions, je répète un petit peu ce que j'ai déjà dit. Donc à chaque technologie et sa méthodologie, ses objectifs et limites. Attention au niveau de lecture des utilisateurs, un MNT issu de la corrélation ne va pas être compatible pour faire un socle 3D ou faire des cartes PPRI. Il faut bien avoir à l'esprit ce point-là. Aussi attention au format de données, c'est des données très lourdes à gérer. Souvent on nous demande toujours plus dans les cahiers des charges, mais au final on se rend compte que personne n'est capable d'utiliser ces données puisque c'est trop lourd, c'est trop volumineux, les logiciels ne sont pas adaptés. Donc voilà, avoir peut-être un peu plus de pragmatisme sur, quitte à nous demander des tests, hein, on est bien sûr ouvert pour que vous puissiez choisir en tout cas vos ressources logicielles informatiques. À chaque territoire, ses spécifications. Je me répète, hein, mais la complexification du projet, avec la multiplication des objectifs, et souvent les spécifications retenues sont généralement les plus dures, puisque ça va satisfaire tout le monde. Mais ayez bien conscience que d'un projet, une acquisition aérienne, c'est quelque chose de très risqué, de très compliqué, et que voilà, mettez-vous parfois un peu à notre place. Les attentes, d'autant plus que voilà, les attentes en termes de délai et de coût sont importants hein, pour vous. Les délais, on a une tendance à généraliser maintenant, à favoriser les productions automatisées. Alors je voulais citer l'exemple hollandais. Les Pays-Bas, 40 000 km², bon, avec des enjeux que vous connaissez particuliers, problème de submersion marine. Ils ont lancé il y a 4 ans maintenant un projet d'investissement pour un MNT national LIDAR, haute précision, on est sur du 5 cm, très haute densité. Alors certes, c'est un coût très important, hein, ça se chiffre en millions d'euros, mais ils ont jugé intéressant d'acquérir une bonne fois pour toutes ce MNT précis,
pour ensuite le réutiliser pour tous leurs projets orthophoto. Et maintenant, ils ont un rythme de mise à jour annuelle de l'orthophoto à 10 cm sur 40 000 km² par an. Donc c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Mais c'est un investissement qu'ils ont réalisé et je pense qu'ils ont peut-être réussi à faire un retour sur investissement à moyen terme. Le modèle est d'autant plus repris par la Belgique à l'échelle des régions. Donc les Flandres, la Wallonie et la région bruxelloise sont en train de lancer ce genre de programme. Merci pour ces deux exemples. Merci. Comme vous le savez, la région PACA se situe entre les deux, entre 30 000 et 40 avec le relief en plus. Mais voilà, ça donne une idée. Voilà, j'en ai terminé sur une belle illustration IA.